Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabien Vincent, président de Marpos et président d'Evolis. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Décideurs engagés. Vous allez nous parler de Marpos, mais surtout d'Evolis, organisation nationale professionnelle qui compte 600 entreprises adhérentes. Ce sont des fabricants de machines et d'équipements de production. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Ouais. 87 000 salariés. À peu près, c'est ce qu'on compte aujourd'hui. Enfin, c'est l'ensemble de nos adhérents qui Voilà, représentent absolument. 87 000 salariés. Vous allez nous dire que fait concrètement Evolis, mais d'abord on va parler de vous, si vous le voulez bien, Oui. Monsieur Vincent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes président d'Evolis et de Marpos? Qu'est-ce qui vous a construit dans la vie? Alors, je suis tombé dans petit, enfin, si on peut dire ainsi. J'ai commencé très tôt ma carrière à l'export, parce que à la fin de mes études, à la fin de l'EDEC, je suis parti m'installer à Hong Kong. Je suis resté 13 ans en Asie. Et j'ai commencé par vendre des produits industriels en Asie. Donc ça a été et des produits industriels fabriqués en France. Donc ça a été tout de suite le bain premier. Et puis toujours à Hong Kong, quand j'y étais, au bout de quelques années, j'ai rejoint le groupe Marpos, j'ai rejoint Marpos et j'ai fait ma carrière dans cette société-là. Alors aujourd'hui, c'est un peu la continuité de cette envie de pousser nos produits industriels, de défricher des marchés, d'aller vers la nouveauté. Et dans ce parcours, je me suis dit à un moment donné, mais bon, quand on est plusieurs, c'est mieux, hein, pour promouvoir les produits, la force collective. Absolument. Et donc, avec ma société, on a rejoint ce qui était avant Evolis, ce qui s'appelait précédemment CIMOP, où j'ai pris des fonctions très rapidement de président de groupe, et puis ensuite de président du CIMOP. Et lorsqu'on a fusionné, puisqu'on a rejoint 3 organisations professionnelles ensemble, lorsque nous avons fusionné, je me suis retrouvé dans la position de devenir d'abord vice-président, puis maintenant président d'Evolis. Donc vous aviez dit, c'est 500, à peu près 600 entreprises, c'est 82 000 emplois, c'est un chiffre d'affaires consolidé, donc ce sont l'ensemble des entreprises qui font partie de l'organisation de 21 milliards d'euros. C'est énorme. La moitié à l'export. Et plus de la moitié à l'export, donc en Europe bien sûr, mais aussi au grand export. Donc on est plus de 360 usines en France de fabrication des outils industriels. Disons, ce sont les machines et les solutions industrielles produites et vendues en France, dédiées aux industries, dédiées à la fabrication des usines, à la production, enfin à la conception des usines, dédié à des mouvements de réindustrialisation. Voilà, gros enjeux. Il n'y a pas d'industrie forte s'il n'y a pas justement d'industrie des matériels et d'équipements forts, c'est ce que vous dites. Hein. Voilà, c'est ce que nous amenons en fait. On les oublie souvent d'ailleurs. Hein, oui, en fait, on est un peu dans le coin mort. Hein, mais on apporte aujourd'hui les solutions technologiques, nous apportons les machines, les équipements pour construire cette usine du futur, ces usines du futur, et maintenir la compétitivité de nos industriels France. Donc c'est un peu l'objectif d'Evolis. Alors, comme on a dit tout à l'heure, plus on est nombreux, mieux c'est. Mais pour y arriver, on s'est également organisé en 4 grands secteurs. Les BTP, ce qu'on appelle BTP, c'est plutôt tout ce qui est terrassement, machines fabriquer les routes, équipements de forage, enfin tout ce qui permet de construire ces usines. Nous avons ce qu'on appelle les fluidiques, les équipements des fluides, donc ce sont les pompes, les vannes, les compresseurs, les agitateurs, tout ce qui traite le fluide. Nous avons également les gens qui font de la manutention et de la logistique. Donc on a les AGV, les ponts roulants, les chariots élévateurs, tout ce qui en fait permet de transiter la marchandise. Et puis nous avons la production industrielle, tout ce qui permet la production industrielle. Donc ce sont les machines-outils, ce sont les robots, ce sont les machines pour le papier, les machines pour le bois, les machines d'emballage, le soudage, le brasage. Donc on est très très varié, vous voyez, c'est très étendu. Oui, alors j'imagine il y a tous ces enjeux de modernisation, de digitalisation, mais avant d'en parler, il y a aussi le gros enjeu de la décarbonation. Quand on parle des usines de demain et de l'enjeu de la transition écologique, ça passe aussi par ces machines que vous nous décrivez. Comment? C'est le renouveau, en fait, c'est à quelque part transformer une usine pour la décarboner, c'est améliorer sa performance énergétique, c'est lui permettre de réduire ses intrants, si on veut, si on appelle ça comme ça, c'est le scope 1 de ce nouveau Green Deal industriel. Et donc ça passe par la modernisation des équipements,
Ça passe par tout un ensemble de choses que nos industriels, enfin que nos adhérents aujourd'hui sont capables d'offrir aux industriels. Alors je vais citer également une autre fonction qu'on fait, c'est qu'on travaille également ensemble hein, dans ce qu'on appelle des collectifs. Et un exemple clair, c'est celui du nucléaire, où l'ensemble de nos adhérents, qu'ils soient des gens qui fabriquent des ponts roulants, des machines pour le terrassement, ou que ce soit des robots, ou que ce soit des pompes, ou que ce soit encore de la manutention, peuvent offrir des solutions à un secteur comme le nucléaire. Et en fait, aujourd'hui, on se travaille en collectif pour apporter des solutions globales. Il y a eu un coup d'arrêt quand même en 2024 sur la réindustrialisation du pays. Oui. Ça se ressent aussi dans votre secteur? Alors, c'est très asymétrique. Hein. En fait, c'est sur les équipements qui d'investissement long, on a une continuité de choses qui continuent à se passer. Il y a certains secteurs qui sont très porteurs. On parlait du nucléaire, l'aéronautique, la défense. Même l'agroalimentaire, aujourd'hui, sont des secteurs qui tirent. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus en difficulté, comme l'automobile, hein, entre autres, on en parle. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément une homogénéité complète dans cette vision des choses. Toutefois, il est clair que les carnets de commandes en 2024 ont connu une forme de ralentissement. C'est très difficile à mesurer. On n'a pas forcément un outil très performant pour le faire, mais on le sent. Il y a un phénomène de ralentissement. Et donc, ça va se ressentir fatalement sur les chiffres de 2025. Intérêt industriel et décarbonation, aujourd'hui, c'est compatible, selon vous, encore? Absolument, c'est nécessaire. Ouais. C'est nécessaire. Si on veut produire, si on veut produire un produit décarboné ou avec une empreinte carbone inférieure, on est obligé de le faire à la fois avec une énergie décarbonée, et ça c'est le cas en France. On a cette chance d'avoir un mix énergétique qui est un des meilleurs en Europe, c'est le meilleur, enfin à part la Norvège qui est un peu devant nous, mais on est devant les Allemands, on est devant les Italiens, devant tout le monde. Donc on a déjà un mix décarboné en termes énergétiques, et c'est un des intrants majeurs dans l'industrie. Et ensuite, on a des processus aujourd'hui, sur des choix industriels, on peut choisir un matériau plutôt qu'un autre. Un matériau qui est moins émetteur de CO2 bien sûr, par rapport à un matériau qui l'est plus. Et ça, c'est des choix qui se font par les processus industriels que nous aidons à mettre en place. Autre enjeu de la souveraineté, le Made in France, ça aussi vous le défendez? Absolument, le Made in France, alors on le défend parce que on estime que c'est un circuit court, en quelque sorte, hein, pour nos industriels d'acheter français, mais aussi de fabriquer en France, c'est un circuit court. Mais il faut le défendre, ce Made in France. Il faut le défendre à la fois en apportant, je dirais, on va pas parler de subventions parce que c'est pas le moment, je crois, en ce moment de parler de subventions, mais il y a des mécanismes qui... C'est plutôt l'inverse en ce moment. Ouais, c'est plutôt l'inverse, mais il faut qu'on se rende compte des impacts que ça a derrière sur les industries. Hein. Bien sûr. On est en concurrence avec le monde entier. Mais oui, ça s'arrête pas. Et d'abord avec nos collègues européens qui, eux, ils font un certain nombre de choix et d'investissements pour soutenir leur industrie. Il faut qu'on le fasse aussi. Et le Made in France, c'est un des credos importants de notre organisation, bien sûr. Absolument. La question d'un étudiant de Centrale Supélec, à présent, juste après le jingle. La question d'un étudiant de Centrale Supélec, quelles actions devons-nous mener pour réussir la réindustrialisation de la France? Grosse question. Grosse question, un enjeu majeur. Je dirais, on en parlait précédemment, mais nous avons mis en place, nous avons sponsorisé, recommandé un certain nombre d'actions, dont une action qui est celle du suramortissement, ce qui permet aux entreprises non seulement d'investir dans du matériel productif moderne, mais si ce suramortissement aujourd'hui est fléché à la fois vers la décarbonation et à la fois avec les services qui y sont associés, et dans le temps, il ne faut pas que ce soit juste une aubaine, si vous voulez, parce que là on a un effet opposé. Donc le suramortissement est une action concrète, qui ne coûtera pas très cher en fait à l'État, qui est une réduction des prélèvements, si vous préférez, est un élément qui est à notre avis important pour permettre d'encourager la réindustrialisation. Le deuxième, ça s'adresse aux étudiants, c'est avant tout de rejoindre l'industrie. On a besoin de talent, on a besoin de ces jeunes industriels, de ces jeunes ingénieurs qui nous rejoignent, pour justement accompagner cette réindustrialisation, pour moderniser notre industrie, pour la décarboner, pour la rendre plus performante, sans les hommes. Plus attractive aussi? Alors l'attraction, fatalement, elle viendra avec cette réindustrialisation, cette modernisation de l'industrie. Donc c'est un élément concomitant, si vous préférez. Mais pour nous, sans ces ressources, sans ces jeunes, on n'y arrivera pas. Et puis la troisième, je le disais précédemment,
c'est l'énergie, qui est un élément majeur de l'industrie. Si on veut garder un avantage compétitif, on est absolument obligé d'avoir une énergie abondante, souveraine, ce qui est le cas en France, hein, encore une fois. Et moins cher. Et moins cher. Et donc, cette énergie dédiée à l'industrie, gardons cet avantage compétitif. Laissons les industriels bénéficier de cette énergie en Europe. Attirer les jeunes filles également, ça fait partie d'un... Alors ça, on en parlait juste précédemment. Ouais. La parité, c'est un vœu pieux, c'est un vœu qu'on souhaite intensément. Nous-mêmes, dans mon usine, dans notre usine en France, on essaie d'aller vers cette parité, mais je vous avoue, c'est difficile. Recruter les gens dans des postes, déjà aujourd'hui, c'est pas simple, dans les postes de production, n'est pas simple, mais d'avoir l'équivalent homme-femme dans des usines, c'est encore une gageure. Donc, bien sûr, les femmes doivent rejoindre les formations qui sont dédiées aux industries et nous encourageons absolument cette tendance. Question de Verian à présent, juste après le jingle. La question de Verian, cabinet d'études et de conseil dédié aux enjeux publics et d'opinion que vous avez choisi, Fabien Vincent, c'est celle-ci. Comment est-ce que vous percevez le rôle de l'intelligence artificielle dans votre secteur d'activité et quelles en sont les opportunités selon vous? Alors c'est un virage majeur, c'est un enjeu majeur dans l'industrie. Il est de toute façon, il va être dans toute la société, on va être confronté à ça. Mais dans l'industrie, c'est particulièrement important. Et chez Evolis, nous avons même aujourd'hui une veille sur cette intelligence artificielle. Nous accompagnons les industriels aujourd'hui à prendre conscience de ce qu'est l'intelligence artificielle. Elle va transformer les produits que l'on met à disposition de nos clients. Elle va transformer, c'est-à-dire ils vont contenir... Bien sûr, de l'intelligence artificielle, évidemment. Absolument. Des machines qui vont se diagnostiquer automatiquement ou toutes seules, qui vont même adapter leur cycle de fonctionnement en fonction d'éléments qu'elles vont elles-mêmes comprendre sur leur fonctionnement d'une machine. Ça va nécessiter que les gens aujourd'hui qui utilisent ces équipements se forment à cette intelligence artificielle. Donc il doit y avoir de facto une plateforme pour former ces gens-là. Il va falloir les apporter ce savoir qui aujourd'hui est diffus. On ne sait pas encore comment le faire. Si, il y a des gens qui programment, il y a des gens qui savent aujourd'hui comment l'installer, mais ceux qui sauront derrière l'exploiter, ce sera encore différent. Et puis, ça impacte profondément la manière dont on conçoit les produits. C'est-à-dire que précédemment, ou du moins sans intelligence artificielle, on avait certains processus de conception. Ces processus vont être, comment je peux dire, augmentés grâce à l'intelligence artificielle, et on va pouvoir imaginer des hypothèses, des solutions, des calculs, des itérations dans la conception des produits, et arriver à concevoir des produits de manière beaucoup plus rapide ou plus globale, plus, je dirais, holistique, vertueux selon les critères qu'on va leur donner. Je prends un exemple assez important, qui est celui de Safran qui a conçu son nouveau moteur, le moteur Rise. C'est un moteur open rotor qui va consommer moins, qui va être plus performant, etc., qui est une transformation majeure dans la manière dont les moteurs d'avion sont conçus. Et ben Safran a gagné pratiquement 3 ans grâce à cette capacité de calcul de l'intelligence artificielle dans toutes les hypothèses et toutes les simulations qu'elle a pu effectuer. C'est énorme, énorme. Donc effectivement, ça va. Plus de compétitivité. Ça va impacter la manière dont on fonctionne, les produits, et ça va impacter bien sûr, exactement comme vous l'avez dit, la compétitivité, les temps de fabrication, les temps de cycle de conception, pour accélérer les choses et être beaucoup plus présent avec des produits qui correspondent aux besoins de nos clients, parce que ça aussi, on peut faire des produits. Si ça se vend pas, ça. Bien sûr. S'adapter à la demande, en tout Absolument. cas. Merci beaucoup, Fabien Vincent. Question de l'hémicycle à présent. Oui. Ça va être à vous dans 2 secondes, après le jingle. La question de l'hémicycle, c'est à vous. Posez vos questions. Vous pouvez pousser un coup de gueule si vous en avez envie. Comme si vous étiez dans l'hémicycle, face aux femmes et aux hommes qui nous gouvernent. C'est à vous. 1 à 2 minutes face caméra. Bien, alors on a parlé tout à l'heure de la décarbonation, et je pense que c'est un enjeu majeur pour notre industrie. Mais cette décarbonation, elle se fait pas à n'importe quel coût. Elle se fait avec aujourd'hui des entreprises qui doivent investir et qui doivent mettre en place des processus nouveaux, processus qui ne sont pas forcément les processus les plus économiques ou les plus vertueux en termes économiques. S'ils sont vertueux en termes d'émissions carbone, ils ne le sont pas forcément toujours de la même manière qu'ils ne l'étaient précédemment. Cette vertu-là, ce parcours-là,
il doit clairement être favorisé par rapport à des produits qui, eux, ne correspondent pas aux mêmes critères. Et donc, ce qu'on demande aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une vraie accompagnement. Il faut que ça aille jusqu'au bout de la logique. On demande aux industriels d'être plus verts, mais il faut aussi que les produits derrière qui sont sortis de cette industrie verte soient plus favorisés ou soient favorisés par rapport à des produits qui, eux, viennent d'industries qui ne le sont pas. Et donc là, il y a un vrai travail à faire, il y a une continuité à faire dans le deal, dans ce qu'on appelle le Green Deal industriel, une continuité, et il faut que l'Europe, la France, donne une préférence à ces industries-là, à ces produits-là, et que, à quelque part, on récompense ceux qui font les efforts. Donc nous demandons à ce qu'il y ait, à quelque part, peut-être dans la commande publique, peut-être aussi dans le choix des partenaires, qu'il y ait une forme de prévalence, une forme de choix numéro 1 qui est fait sur les industriels qui ont fait le choix et qui ont fait l'investissement pour une industrie plus verte. Ça, c'est une demande qui revient souvent, surtout en plus dans un contexte où les États-Unis vont se protéger justement de... Et oui. Ce serait un argument européen. À développer. Très, très, très important pour l'Europe. Absolument. Merci beaucoup Fabien Vincent. Merci. Merci d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous de nous être fidèles et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.